Que se passerait-il si le plus grand génie militaire de toute l'histoire détestait secrètement l'idée même de faire la guerre? C'est vrai que dit comme ça sonne presque comme une blague, quoi. Ouais, totalement. Parce que d'habitude, notre image spontanée d'un conflit armé, bah, c'est un déferlement de forces brutes. Ah oui, le fracas d'acier, les armées immenses qui s'entrechoquent. Voilà, sur un champ de bataille immense, où le vainqueur est juste celui qui a en gros les armes les plus destructrices et les muscles les plus saillants. C'est très viscéral, très binaire comme vision. Bah, c'est une perception naturelle, hein, parce que c'est la face visible et, disons, dramatique de l'histoire humaine. L'affrontement physique, ça laisse des traces tangibles. Ouais, des ruines, des cicatrices. Exactement. Pourtant, l'œuvre qu'on examine aujourd'hui, elle déconstruit cette idée, mais alors ligne par ligne. Elle nous plonge dans un univers où l'arme la plus dévastatrice ne forge aucune étincelle et ne fait aucun bruit. C'est clair. C'est l'esprit humain, quoi, manipulé à son paroxysme. Absolument. Et donc, bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. On s'attaque aujourd'hui au manuel de stratégie le plus influent jamais écrit, L'art de la guerre de Sun Tzu. Un classique intemporel. Et le but de notre exploration aujourd'hui, c'est pas de faire la liste des détails logistiques d'une époque révolue. On va pas parler de l'entretien des chars lourds ou... Ou du fourrage des chevaux, ouais. C'est ça. La mission, c'est vraiment d'extraire la mécanique intemporelle de ce texte. Comprendre les rouages de la préparation, de la manipulation psychologique et surtout de la tromperie en temps de crise. Parce que, au final, ces préceptes dictent encore la façon dont les luttes de pouvoir se résolvent aujourd'hui. Tout à fait. Que ce soit sur la scène géopolitique mondiale ou, je sais pas, dans les manœuvres d'usure des grandes entreprises. Et je dois dire que le point de départ de toute cette philosophie est vraiment déconcertant. En fait, le texte s'ouvre sur une affirmation fondatrice. La guerre est une question de vie ou de mort pour l'État. C'est cage d'entrée de jeu. Ouais, c'est la roue vers la sécurité ou la ruine totale. Et Sun Tzu pose un cadre hyper strict, gouverné par 5 facteurs fondamentaux qui, et c'est là que c'est fort, n'ont rien à voir avec la taille de l'arsenal. Zéro rapport avec le nombre de soldats, ouais. Il parle de la loi morale, du ciel, de la terre, du commandant et de la méthode. Et la loi morale, elle est placée délibérément en première position. C'est-à-dire? Ça exige une harmonie absolue entre le peuple et ses dirigeants. Sans cette adhésion profonde, sans un peuple qui est prêt à suivre son leader, genre au péril de sa vie, la défaite est garantie avant même de lever le camp. Donc le mental avant tout. Voilà. Ensuite, le ciel et la terre, ça englobe la maîtrise de l'environnement, du climat, la topographie. Le commandant, lui, il est jugé sur sa sagesse et sa sincérité, et la méthode, c'est la rigueur de l'organisation. D'accord. Et juste après ça, l'auteur affirme un truc fou. Il dit que l'excellence suprême, c'est pas de remporter 100 victoires dans 100 batailles. Ah non, pas du tout. L'excellence suprême, c'est de briser la résistance de l'ennemi sans même combattre. En fait, il considère l'affrontement direct comme un échec cuisant. C'est un aveu de faiblesse stratégique pour lui. Exactement. Le livre dresse un tableau, mais terrifiant, des sièges de villes fortifiées. Genre, construire des machines d'assaut, ça prend des mois. Des mois entiers, oui. Le général, il finit par être rangé par l'impatience, et il envoie ses hommes s'écraser contre les murailles comme une nuée de fourmis. Le résultat: un tiers des troupes est massacré, et la ville reste imprenable la plupart du temps. Et ce rejet du combat direct, il repose en fait sur une équation financière, une arithmétique implacable même. Déployer une armée de 100 000 hommes, ça coûte 1000 onces d'argent par jour. Ah ouais, c'est énorme. Le texte détaille comment l'inflation galopante va frapper la population locale, comment les ressources s'épuisent à vitesse grand V et comment le trésor de l'État se vide jusqu'à l'effondrement total. L'auteur l'écrit noir sur blanc, hein. Il n'y a aucun exemple dans l'histoire d'un pays qui a bénéficié d'une guerre prolongée. C'est fou de lire ça dans un traité militaire. Ouais, la violence physique, c'est vraiment décrit comme un parasite qui dévore l'hôte qui l'emploie. Et il pousse cette logique tellement loin qu'il affirme qu'une précipitation, même un peu désordonnée, si elle permet de conclure vite, ça vaut 1000 fois mieux qu'une campagne parfaitement organisée mais qui s'éternise. Le temps joue toujours contre l'attaquant. D'ailleurs, je suis hyper frappée par ce fameux dicton, tu sais, connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu n'auras pas à craindre le résultat de 100 batailles. En gros, décortiquons ça un peu, c'est comme une partie d'échecs de haut niveau, non? Tout à fait. Le vainqueur est déterminé par des centaines d'heures d'études des ouvertures en amont, bien avant qu'on bouge la première pièce. C'est exactement ça. Et la nécessité de ravitailler ses troupes illustre parfaitement cette obsession de l'économie des moyens. Le manuel fait un calcul simple. Un seul chariot de provisions capturé chez l'ennemi équivaut à 20 chariots envoyés depuis sa propre base. 20 chariots? Ouais. Ah oui, le coût de transport est exorbitant.
Bah ouais, l'effort colossal qu'il faut pour transporter de la nourriture sur des kilomètres, ça épuise l'armée avant même d'arriver au contact. Donc ce qui est fascinant ici, c'est que toute la stratégie vise une efficacité absolue pour préserver la santé financière et physique de son propre camp. Ok, je comprends la logique, mais je me heurte quand même à un paradoxe énorme là. Lequel? Si le but ultime, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre, pourquoi écrire un manuel militaire? Je veux dire, s'il refuse la confrontation frontale, c'est quoi l'arme qui lui permet d'imposer sa volonté? Il y a une contradiction fondamentale, non? C'est là que ça devient vraiment intéressant. La réponse tient en un mot, et ça traverse tout le livre: l'illusion. L'illusion. D'accord. Le texte déclare purement et simplement que toute guerre est basée sur la tromperie. Ah oui, les fameuses instructions redoutables. Il dit de paraître faible quand on déborde de force, Ouais, de sembler inactif quand on est en pleine action. de faire croire à l'ennemi qu'on est à des centaines de kilomètres alors qu'on est juste là, à ses portes. En fait, c'est un jeu de dupes. Offrir des appâts, irriter un général qui a le sang chaud pour lui faire une erreur, ou même feindre le désordre pour l'attirer dans un piège. L'objectif, c'est la manipulation pure de la perception. On force l'ennemi à prendre de mauvaises décisions basées sur des infos qu'on a délibérément faussées. Et le texte explique comment combiner les tactiques directes, qu'il appelle zeng, et indirectes, les ki. Les fameuses combinaisons. Voilà. Il utilise une comparaison géniale. Il dit qu'il n'y a que 5 notes dans la gamme musicale traditionnelle. Mais leur combinaison génère plus de mélodies qu'on pourra jamais en entendre. Pareil pour les 5 couleurs primaires. Et donc la tactique directe sert à fixer l'ennemi, à capter son attention, alors que la manœuvre indirecte, qui est cachée, vient porter le coup de grâce. Ah, mais c'est exactement comme un illusionniste en fait. Mhm. On attire l'attention sur la main droite qui s'agite avec un foulard, pendant que la main gauche fait disparaître la pièce. C'est le même principe, ouais. Imagine ça appliqué à une entreprise tech aujourd'hui. L'entreprise laisse fuiter des faux documents internes disant qu'elle met tout son budget sur un nouveau casque de réalité virtuelle. Et là, panique chez les concurrents. Totalement. Ils réorientent leur stratégie, ils brûlent des milliards en R&D pour sortir leur propre casque. Pendant ce temps, la première entreprise, qui n'a jamais eu l'intention de faire ce casque, finalise en secret une puce IA révolutionnaire. Et les concurrents se retrouvent obsolètes. Voilà, la bataille est gagnée avant même le lancement, parce qu'ils se sont épuisés à combattre un fantôme. C'est exactement l'analogie de l'eau qu'utilise Sun Tzu. L'eau n'a pas de forme constante, tu vois. Ouais, elle s'adapte à tout. Elle fuit les hauteurs pour s'engouffrer vers le bas. L'armée doit faire pareil, éviter les points forts de l'ennemi et s'abattre sur ses points faibles, là où il s'y attend pas du tout. Le chef qui fait ça avec la fluidité de l'eau, il est qualifié de capitaine né du ciel. D'accord, c'est poétique, mais attends, pour feindre le chaos ou la faiblesse devant l'ennemi, on prend pas un risque énorme de démoraliser ou de désorganiser ses propres troupes? Je veux dire, comment tu empêches une fausse panique de devenir une vraie débandade? Ah, le livre répond à ça avec une précision chirurgicale. Il dit « Le désordre simulé postule une discipline parfaite, la peur simulée postule le courage. Ah, donc c'est du théâtre de haut niveau. » Exactement. On ne peut jouer la comédie du chaos que si l'ordre interne est absolu. Une fois que cette discipline est là, et que l'illusion est en place, Sun Tzu parle d'énergie. Il compare ça à un immense rocher rond, en équilibre tout en haut d'une montagne. Donc le gros du travail, c'est de hisser ce rocher en silence. Voilà. Le déploiement de l'illusion, c'est l'ascension. Et l'attaque, c'est juste la petite impulsion qu'on donne au rocher. Après, l'élan fait tout le travail. La victoire demande très peu d'énergie au moment du contact. C'est fascinant. Mais pour orchestrer tout ça, faut des nerfs d'acier. Le moindre tressaillement du leader ferait tout foirer. Et ça nous amène à la gestion psychologique. Le texte liste les 5 défauts dangereux d'un général et il y en a qui sont assez surprenants. Oui, la témérité, la lâcheté. Ça, c'est classique. La témérité mène à la destruction, la lâcheté à la capture. Ensuite, il y a un tempérament colérique et un sens de l'honneur trop délicat qui rend susceptible à la honte. Mais le 5e, il est troublant. Il dit qu'une trop grande sollicitude pour ces hommes est un défaut fatal. La compassion excessive est une vulnérabilité mortelle. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Traiter ses soldats avec trop de soin, c'est un défaut? Ça semble incroyablement froid. Un bon leader, aujourd'hui, on nous dit partout qu'il doit se soucier avant tout du bien-être de son équipe, non? Oui, mais si nous relions cela à la vue d'ensemble, on comprend le paradoxe du leadership selon lui. En fait, l'empathie est vitale pour créer la loyauté. Il dit même qu'il faut les voir comme ses propres enfants. Pour qu'ils le suivent jusqu'à la mort, ouais. Voilà. Mais l'excès d'empathie devient un piège paralysant. Un général terrorisé à l'idée de perdre des vies
va hésiter à prendre les décisions froides mais nécessaires. S'il refuse de sacrifier un bataillon aujourd'hui, la guerre va durer des années et ça fera bien plus de morts au final. La pitié immédiate est l'ennemi de la victoire globale. C'est dur, mais logique. Et ça explique le concept le plus radical du bouquin, le fameux terrain désespéré. Ah, le terrain désespéré. Il y a 9 types de terrains, mais celui-là, c'est vraiment la psychologie extrême. C'est quand l'armée est acculée, avec l'ennemi devant, et une montagne ou un fleuve infranchissable derrière. Impossible de fuir. Et le truc dingue, c'est que le bon général est censé y placer ses hommes délibérément. C'est de la manipulation pure. Les instructions disent carrément de brûler ses propres bateaux une fois le fleuve traversé, de casser les marmites du campement. Imagine le soldat, derrière lui, le bateau brûle. À ses pieds, plus moyen de faire cuire son riz. Il est dos au mur. Le message, c'est on n'a plus de maison, plus de bouffe, soit on massacre l'ennemi en face pour prendre ses ressources, soit on meurt tous ici. C'est l'exploitation brute de l'instinct de survie. Face à la mort, l'angoisse s'évapore et laisse place à une fureur animale. Ils peuvent plus fuir, donc la panique ne sert biologiquement plus à rien. Ils vont se battre avec un courage surhumain. Mais un général trop empathique oserait jamais faire vivre ce cauchemar à ses hommes. Jamais ils se priveraient de cette énergie primale. Pour illustrer cette cohésion face à la mort, le texte parle du serpent Shueyan. C'est une métaphore incroyable. Frapper sa tête, sa queue attaque. Frapper sa queue, sa tête attaque. Des hommes qui, en temps normal, se détestent, une fois dans la même galère mortelle, vont s'entraider aussi naturellement que la main droite aide la gauche. C'est ça. Le génie stratégique ne cherche pas à faire de grands discours moraux. Il utilise la nature humaine telle qu'elle est pour produire l'effort désiré. Mais attends, pour savoir exactement quand brûler les bateaux ou deviner quand attaquer, il manque une pièce au puzzle. Pour que toute cette tromperie marche, il faut connaître la réalité de l'ennemi. L'information. Le fil d'or de toute la stratégie. Voilà, la préscience, savoir à l'avance. Et le livre dit que ça vient pas des esprits, des dieux ou de savantes déductions. Ça s'obtient que par d'autres hommes. L'espionnage, pur et dur. C'est ça, il décrit 5 classes d'espions. Les espions locaux, internes, les convertis, les condamnés et les survivants. Quand les 5 réseaux fonctionnent ensemble, c'est ce qu'il appelle la manipulation divine des fils. Et il insiste énormément sur l'argent. Ah oui, il dit que refuser de payer une fortune pour des espions, alors qu'on claque 1000 onces d'argent par jour pour l'armée, c'est le sommet de l'inhumanité. Parce que l'information, ça épargne des milliers de vies. C'est clair. C'est un peu comme entrer dans la salle d'un examen hyper difficile en ayant discrètement acheté les réponses au prof la veille, quoi. La tension disparaît complètement. C'est exactement l'idée. Mais par contre, il y a un truc qui pose un vrai dilemme éthique. Les espions condamnés. La méthode est terrifiante. On donne délibérément de fausses informations à l'un de nos propres espions. Oui, on lui ment. On l'envoie chez l'ennemi, il se fait capturer. Sous la torture, il crache le soi-disant plan secret. L'ennemi y croit, déplace ses troupes et tombe dans le vrai piège. Sauf que, une fois la supercherie découverte, l'espion il est exécuté par l'ennemi. C'est le niveau maximum du machiavélisme, non? Cela soulève une question importante, c'est vrai. Mais rappelle-toi l'équation mathématique froide du début. La guerre ruine des centaines de milliers de familles, donc sacrifier un espion pour économiser des dizaines de milliers de vies, dans la logique stricte du livre, c'est l'acte d'un souverain éclairé. C'est le moindre mal absolu. Et pour orchestrer ça, on s'appuie beaucoup sur les espions convertis, les agents doubles. C'est la clé de voûte. Eux seuls connaissent les rouages internes de l'ennemi. Ils savent qui corrompre et comment manipuler les infos. Bon, en rassemblant toutes ces pièces, la vraie nature de l'art de la guerre est évidente. C'est pas du tout une ode au combat ou à l'héroïsme. C'est un manuel de gestion des ressources pour éviter l'usure, c'est de la psychologie comportementale pour manipuler la peur, et c'est la démonstration que l'information dicte tout. Le stratège triomphe silencieusement d'un adversaire qui était en fait vaincu des mois avant le premier coup d'épée. C'est une leçon percutante pour quiconque navigue dans les conflits modernes. Que ce soit en négociation ou en stratégie d'entreprise, la force brute est toujours le choix de l'incompétent. Le vrai pouvoir, c'est la préparation silencieuse. Et ça m'amène à une dernière pensée, un truc qu'on n'a pas trop abordé, mais qui résonne de fou aujourd'hui. Ah, dis-moi. La règle d'or, c'est connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le personal branding, les discours lisses, on est obsédé par la création de fausses apparences. Tout le monde applique la règle de l'illusion en permanence. On passe notre temps à feindre d'être autre chose. Exactement. Le danger, c'est pas qu'on soit devenu tellement doué pour l'illusion qu'on a oublié comment se connaître nous-mêmes. En violant cette règle d'or de Sun Tzu,
on devient les propres dupes de nos illusions et on garantit notre défaite avant même que le conflit commence. C'est une réflexion super pertinente. À trop jouer la comédie, on perd sa propre réalité. Bref, ça invite vraiment à garder l'esprit critique. Un immense merci d'avoir partagé tes lumières sur ces profondeurs stratégiques. Avec grand plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine plongée au cœur de nos sources.